Le corps est détendu. Les poumons se remplissent de gaz. Il n'y a pas de poison, pas de coup de feu, pas d'aiguille, juste de l'air. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Un murmure à peine audible, mais chargé du poids de la mort. Le silence qui parle. C'était en janvier 2024, et le froid hivernal de l'Alabama n'était pas aussi pénétrant que le calme oppressant à l'intérieur des murs de la prison de Holman Correctional Facility. Kenneth Smith, un nom qui allait bientôt faire la une des journaux dans le monde entier, est devenu le premier être humain à être exécuté par hypoxie au nitrogène. Sa mort ne fut pas seulement silencieuse, elle fut historique, un sombre jalon dans l'évolution de la peine capitale aux États-Unis. Et ce qui s'est passé cette nuit-là, dans une chambre d'exécution conçue pour l'oubli, pourrait redéfinir à jamais la manière dont une nation affronte la justice la plus extrême. Mais qu'est-ce que l'hypoxie au nitrogène, exactement? Est-ce, comme le prétendent ses défenseurs, une manière plus humaine de mourir? Un adieu indolore, enveloppé dans l'invisibilité d'un gaz inodore et incolore? Ou bien, au contraire, un masque sophistiqué pour une souffrance invisible, une agonie voilée que la science et le droit commencent à peine à comprendre? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette méthode. Nous te raconterons la genèse de son apparition. Nous explorerons des cas réels qui ont mis à l'épreuve ses promesses. Nous analyserons les controverses médicales et éthiques qui l'entourent et nous décrypterons les jugements juridiques qui ont tenté, souvent en vain, d'en freiner la progression. C'est une méthode d'exécution qui promet d'être indolore, une fin rapide et paisible. Mais la dure vérité, c'est que personne, aucun de ceux qui l'ont expérimenté, n'a survécu pour le confirmer. Quand la pénurie pousse à l'invention. L'histoire récente de la peine de mort aux États-Unis est marquée par une crise silencieuse mais dévastatrice. La pénurie chronique des drogues létales traditionnellement utilisées pour les injections. C'était un problème en gestation depuis le début des années 2010, quand un nombre croissant de laboratoires pharmaceutiques européens puis américains commencèrent à refuser catégoriquement de vendre leurs composés à des fins d'exécution. Leurs raisons étaient variées: objections éthiques, pression d'activistes, ou simplement le désir de ne pas associer leurs produits à la mort administrée par l'État. Quelle fut la conséquence de ce refus généralisé? Un casse-tête judiciaire pour les États contraints de chercher désespérément des alternatives. Les vieilles pharmacies pénitentiaires se sont vidées et les protocoles d'exécution sont devenus intenables. C'est dans ce contexte d'urgence et d'expérimentation légale qu'émergea une proposition sortie de presque nulle part. Une méthode à peine testée, enveloppée dans l'apparente simplicité de la chimie de base, l'hypoxie au nitrogène. L'idée d'un air sans oxygène pour provoquer la mort commença à flotter dans les couloirs des législatures. Dans sa conception la plus pure, l'hypoxie au nitrogène est désarmante de simplicité. Il s'agit de placer sur le condamné un masque hermétique semblable à ceux utilisés pour respirer et, au lieu d'air vital, d'y injecter de l'azote pur. Ce gaz, incolore, inodore et non toxique en soi, agit comme un substitut, déplaçant l'oxygène des poumons et, par extension, du sang. Le corps humain, privé de son carburant essentiel, entre alors dans un état d'hypoxie profonde, une asphyxie silencieuse au niveau cellulaire. C'est un effondrement interne, une déconnexion progressive mais implacable des systèmes vitaux qui aboutit à la perte de conscience, à des convulsions involontaires et finalement à la mort. C'est une extinction programmée où l'interrupteur est l'absence même de vie. D'un point de vue médical, la mort par hypoxie peut être étonnamment rapide. Le cerveau est incroyablement sensible au manque d'oxygène. Mais cela ne veut pas dire que c'est agréable. C'est là une des grandes illusions. Le cerveau ne se soucie pas de ce que tu respires. Ce qui compte, c'est l'oxygène. Et s'il n'en a pas, il commence à s'éteindre désespérément, envoyant des signaux d'alerte dans tout le corps. Ce n'est pas une sieste, c'est un effondrement. L'idée, initialement perçue comme une solution élégante à la crise des drogues, fut vivement soutenue par des États comme l'Alabama, le Mississippi et l'Oklahoma, qui légalisèrent la méthode entre 2015 et 2018. Pourtant, malgré son approbation sur le papier, il fallut presque 10 ans avant que quelqu'un n'ose franchir ce seuil. La théorie était une chose, la pratique tout autre. Le premier à faire face au jugement de l'azote fut Kenneth Eugene Smith, un homme dont le nom était déjà inscrit dans les annales de la peine capitale pour une raison bien différente.
Kenneth Smith fut condamné en 1988 pour un crime qui ébranla les fondements de l'Alabama et laissa une profonde cicatrice dans la communauté, le meurtre brutal sur commande d'Elizabeth Dorland Sennett. Cet acte fut perpétré avec un complice, un pacte sombre qui le conduirait à affronter la peine capitale. Pendant plus de 35 longues années, Smith a vécu dans le couloir de la mort, un purgatoire existentiel où les heures s'étiraient dans l'attente et les jours se transformaient en décennies de recours et d'espoirs vains. Dans cet espace liminal, le temps ne passait pas de façon linéaire. Il s'étirait et se contractait de manière capricieuse, un tourment silencieux d'incertitude constante. Cependant, son nom ne s'inscrivit pas dans l'histoire uniquement pour sa condamnation. C'est une tentative d'exécution ratée et agonisante qui le propulsa dans l'infamie nationale, le transformant, malgré lui, en candidat involontaire et de haut profil pour une expérimentation mortelle qui allait bouleverser le paysage de la peine capitale. En 2022, la date de son exécution par injection létale fut enfin fixée, un jour marqué sur le calendrier pour mettre fin à des décennies d'attente. Cependant, ce qui devait être une procédure sombre mais expéditive fut interrompu brutalement au milieu du processus. Les fonctionnaires chargés de l'exécution, dans une tentative désespérée qui s'étira pendant des heures interminables, se transformant en cauchemar visible pour les témoins présents, ne parvinrent pas à lui trouver une veine viable. Ce fut un calvaire de perforations répétées et de frustrations palpables, un échec technique qui se manifesta comme une agonie prolongée. Cette tentative ratée fut rapidement qualifiée de véritable torture, un fiasco humanitaire qui franchit les murs de la prison. L'affaire ne tarda pas à prendre de l'ampleur, devenant un scandale national qui raviva, avec une intensité inédite, le débat déjà polarisé sur la cruauté inhérente à la peine de mort et les méthodes utilisées pour l'appliquer. L'image de Smith, soumis à un supplice d'aiguille, resta gravée dans la conscience publique. Ce qu'ils ont fait à Kenneth Smith cette nuit-là fut un acte de cruauté inutile, une violation fondamentale de sa dignité. Ils l'ont torturé avec des aiguilles pendant plus d'1 heure, cherchant en vain une veine pour accomplir leur mandat macabre. Ils l'ont renvoyé dans sa cellule avec le corps meurtri, les yeux révulsés par le traumatisme. Ce n'était pas la justice, c'était une torture. Et le simple fait que cela ait été considéré comme un échec plutôt que comme un crime en dit long sur la manière dont la société traite ses limites. C'est précisément après cette tentative ratée que l'Alabama, désespéré de trouver un moyen d'exécuter ses condamnés, approuva l'hypoxie au nitrogène. Et avec un cynisme glaçant, Smith fut le premier sur la liste. L'exécution fut enregistrée en interne, un document pour les archives, mais non diffusé au public. La transparence fut sacrifiée sur l'autel de l'efficacité. Le 25 janvier 2024, Kenneth Eugene Smith fut exécuté en Alabama lors de la première exécution par gaz nitrogène autorisée par l'État. La scène, selon les rapports, était glaçante dans sa brutalité simple. On l'attacha à une civière, on le relia à un oxymètre de pouls, à des électrodes de monitoring cardiaque et à un masque facial respiratoire complet, la mise en scène d'une mort moderne. Le gaz nitrogène était présenté comme une méthode d'exécution humaine et paisible, une technique qui endormirait les gens en quelques secondes, suivie d'une mort rapide et tranquille. Cependant, la réalité frappa brutalement cette narration. Selon les témoins, la scène était loin d'être paisible. Smith se tordait et convulsait pendant plusieurs minutes, s'agitant violemment sur la civière, tandis que son corps semblait lutter pour respirer. Il fut déclaré mort après 28 minutes. Des témoins oculaires, membres de la presse accréditée, décrivirent des secousses violentes du corps pendant plusieurs minutes. Certains, avec un langage peut-être plus conciliant, décrivirent une mort sereine. D'autres, avec une honnêteté déchirante, parlèrent d'une agonie silencieuse. La vérité, comme souvent, se trouve dans les nuances, et la perception de cette agonie resta gravée dans l'esprit de ceux qui en furent témoins. Alabama carries out first execution by nitrogen gas. L'exécution de Smith met en lumière l'entrelacement inquiétant entre la médecine et la peine capitale et exige un nouvel examen pour déterminer si les professionnels de santé devraient participer à de tels actes. La mort de Smith révéla une faille profonde dans la logique qui sous-tendait cette nouvelle méthode. Sans preuves scientifiques solides pour soutenir la théorie d'une mort indolore, les États avaient adopté une méthode jamais utilisée auparavant nulle part dans le monde. En 2015, l'Oklahoma,
Un autre État confronté à la crise des drogues létales après l'échec de l'injection létale de Clayton Lockett en 2014 devint le premier État à adopter une mesure permettant au personnel pénitentiaire d'utiliser du gaz nitrogène pour exécuter des détenus. Cette exécution ratée de Lockett, durant laquelle le prisonnier convulsa et agonisa pendant plus de 40 minutes, avait entraîné une suspension temporaire des exécutions dans l'État et la désespération de trouver une solution les mena au nitrogène. Avant l'exécution de Kenny Smith en Alabama en 2024, aucune exécution n'avait eu lieu nulle part dans le monde en utilisant l'asphyxie par un gaz inerte tel que le nitrogène. Malgré cette absence totale de preuves scientifiques et de précédents, le Mississippi adopta une loi similaire en 2017. Et le 22 mars 2018, la gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey, signa une législation faisant de l'Alabama le troisième État du pays à permettre les exécutions par gaz nitrogène. Plus récemment, en mars 2024, la Louisiane s'ajouta à cette liste controversée, intégrant l'asphyxie au nitrogène à son arsenal de méthodes capitales. La tendance était claire. La volonté d'exécuter surpassait toute précaution scientifique ou éthique. En théorie, le nitrogène se présente comme le tueur parfait et indétectable. C'est un gaz sans odeur, sans couleur et sans goût, le composant le plus abondant de l'atmosphère que nous respirons chaque jour, ce qui le rend familier et, en apparence, inoffensif. C'est pourquoi le respirer dans un environnement dépourvu d'oxygène semble tout à fait normal pour le corps humain, un acte aussi naturel que n'importe quelle respiration habituelle. Cependant, cette normalité apparente est un piège mortel, une façade trompeuse enveloppée dans la simple apparence de la vie. Mais la normalité n'est qu'une illusion momentanée, car à la disparition de l'oxygène, du carburant essentiel, s'évanouit également la base même de la conscience et finalement de l'existence. C'est un adieu silencieux, presque imperceptible, où l'air qui devrait soutenir la vie devient le vecteur de la mort. Le corps humain, dans cette situation, commence à réagir de manière glaçante en quelques secondes. 15 secondes. Une légère euphorie. Peut-être une vision floue. Le cerveau tentant d'interpréter l'absence d'oxygène comme une bizarrerie, non comme une menace imminente. 30 secondes. Perte de coordination motrice, les mouvements deviennent maladroits. Le corps commence à se déconnecter de l'esprit. 60 secondes. Perte de conscience, une extinction brutale que les défenseurs de la méthode citent comme preuve de son humanité. Mais cette inconscience n'est pas un sommeil, c'est le début d'un effondrement neuronal irréversible. Entre 90 et 120 secondes, l'effondrement neuronal s'aggrave, les lésions cérébrales deviennent massives et permanentes. 180 secondes, mort cérébrale, fin de toute activité neurologique, le point de non-retour. Ce qui inquiète véritablement dans l'hypoxie au nitrogène, ce n'est pas seulement la rapidité avec laquelle l'inconscience apparente se produit, mais l'absence de signaux clairs de souffrance pour les observateurs extérieurs. Le condamné peut sembler calme, peut même rester immobile, mais à l'intérieur, le cerveau peut subir une sorte d'asphyxie interne, envoyant des signaux de détresse qui ne se manifestent pas par des gestes extérieurs. C'est comme si le cerveau criait en silence, une agonie sans voix ni geste, ce qui nous pousse à nous demander si nous sommes réellement plus humains ou simplement plus efficaces à dissimuler l'horreur. Contrairement à d'autres méthodes d'exécution qui impliquent souvent des scènes explicites de violence ou de douleur, ici, il n'y a pas de sang pour souiller le décor. Il n'y a pas non plus d'aiguilles perçant la peau. Un soulagement pour ceux qui abominent la vision des instruments médicaux utilisés pour ôter la vie. Ce qu'il reste, c'est seulement un silence absolu, un calme profond et troublant qui, pour les critiques et les experts en éthique, pourrait bien dissimuler une souffrance invisible et atroce. Ce silence n'est pas nécessairement une paix. Il peut être le voile d'une torture inaudible, enveloppée dans la couverture trompeuse de l'humanité. On la présente comme une mort propre, une fin sans désordre visuel, mais la question cruciale persiste. Cette propreté apparente est-elle un signe d'un processus plus éthique ou simplement une manière de rendre la brutalité plus acceptable pour ceux qui la regardent ou la justifient? Alors que l'écho glaçant de l'exécution de Kenneth Smith résonnait encore dans les couloirs des prisons et dans le débat public, un autre nom émergea, sombre, à l'horizon de la peine capitale, celui de Jesse James Hoffman. Il fut condamné pour le meurtre brutal d'une étudiante en 1996, un crime qui bouleversa profondément sa communauté. Hoffman se retrouva, en cette année 2025,
programmé pour un destin singulier. Il deviendrait l'un des premiers individus en Louisiane à affronter la mort par hypoxie au nitrogène, une méthode aussi nouvelle que controversée. Ce qui rend son cas encore plus symbolique et chargé de poids historique, c'est que la Louisiane n'avait exécuté personne depuis plus de 15 ans. La réintroduction de la peine capitale dans l'État, et en plus avec une méthode aussi novatrice et polémique, plaça Hoffman au centre d'une tempête judiciaire et éthique. Je n'aurais jamais pensé que nous exécuterions à nouveau, et encore moins ainsi. J'ai vu l'injection, j'ai été témoin de la chaise électrique. Ce n'est pas pareil, c'est différent. Plus propre? Oui. Il n'y a pas de fluide, pas de drame visible. Mais il y a aussi quelque chose de plus froid, une distance. C'est comme si le processus était devenu tellement technique qu'il en devenait impersonnel. Et cela, parfois, est plus troublant que le désordre. La défense de Hoffman, comme on pouvait s'y attendre, tenta en dernier recours et de manière désespérée de stopper le processus judiciaire. Ses avocats, invoquant la conscience constitutionnelle, affirmèrent avec force que l'hypoxie au nitrogène n'était pas simplement une méthode inhabituelle, mais une méthode cruelle et inusitée de châtiment, une violation flagrante des principes consacrés par le 8e amendement de la Constitution des États-Unis. Ils soutinrent que la souffrance vécue par Smith constituait une preuve évidente de l'inhumanité du procédé. Cependant, la Cour suprême de l'État de Louisiane, invoquant la souveraineté de l'État et la nécessité impérieuse de rendre justice au nom des victimes, valida l'utilisation du gaz. Cette décision scella non seulement le destin de Hoffman, mais ouvrit également en grand la porte à de futures exécutions par ce moyen en Louisiane et, ce qui est encore plus significatif, établit un précédent dangereux pour d'autres États cherchant des alternatives aux méthodes traditionnelles. La machine de la peine capitale, incessante et adaptable, avait trouvé, dans le silence létal du nitrogène, un nouvel outil controversé pour accomplir sa mission. Une mort plus humaine ou plus déshumanisée? Le dilemme éthique. L'hypoxie au nitrogène a été présentée comme la solution humaine aux problèmes liés à l'injection létale, un moyen d'éviter les exécutions ratées et les images de souffrance. Mais cette narration est loin d'être exempte de critiques, et les voix qui s'élèvent contre elle sont puissantes et variées. Amnesty International, l'une des principales organisations de défense des droits humains dans le monde, l'a qualifiée sans détour d'expérimentation médicale déguisée, dénonçant le manque de rigueur scientifique et la nature expérimentale de la méthode. En effet, des associations médicales aux États-Unis, fermement engagées dans une éthique professionnelle, ont catégoriquement refusé de participer à la conception du protocole d'exécution par le nitrogène, arguant que leur mission est de sauver des vies, non de les ôter. La préoccupation la plus profonde, et peut-être la plus insaisissable, est qu'il n'existe aucune étude scientifique complète et éthiquement valide sur la manière dont l'asphyxie par le nitrogène affecte des personnes conscientes, et encore moins des individus soumis aux niveaux extrêmes de stress impliqués dans une exécution. La théorie affirme une chose, l'expérience humaine en raconte une autre. La tentation de nettoyer l'exécution, de la rendre invisible, est compréhensible d'un point de vue social. Personne ne veut assister à l'horreur. Mais sommes-nous en train de normaliser une exécution sans témoin visible de souffrance? Nous créons une distance, une sorte de voile entre l'acte de tuer et la conscience publique. Peut-être que ce n'est pas plus compatissant. Peut-être, juste peut-être, que c'est plus lâche. Une tentative d'éviter notre propre responsabilité morale en rendant la mort administrée par l'État stérile et invisible. L'hypoxie au nitrogène, dans sa nature ambiguë et controversée, repose fermement dans une zone grise de la justice pénale, un terrain marécageux où science, éthique et droit entrent en collision. Les décisions divergentes des États, l'absence de consensus fédéral unifié et la rareté des précédents solides ne font que fragmenter l'application de la loi, créant une mosaïque d'approches disparates à travers le pays. Chaque État qui décide d'adopter cette méthode ne cherche pas seulement désespérément une solution fonctionnelle pour exécuter les condamnations à mort, mais devient, qu'il le veuille ou non, un véritable laboratoire moral. Dans cette expérience d'une ampleur inédite, la vie et la dignité humaine ne sont que des variables, suspendues précocement à un fil, tandis que la société observe, souvent avec un mélange de fascination et de répulsion. Ce dilemme n'est pas uniquement juridique ou scientifique. Il nous entraîne au cœur même de notre existence, à la fonction la plus basique et irréfutable de la vie, la respiration. Respirer est l'acte le plus fondamental de la vie. Le premier indice de notre existence
est le dernier souffle qui s'échappe à la mort. C'est le rythme invisible qui nous relie intrinsèquement au monde extérieur. Le carburant silencieux qui alimente chaque pensée, chaque mouvement, chaque émotion que nous ressentons. Pourtant, dans une chambre scellée, conçue pour isoler, où l'air ne contient plus d'oxygène, l'essence même de cet acte se tord dans une paradoxale macabre. Là, chaque inspiration n'est pas une gorgée de vie, mais un pas irréversible vers l'abîme, un compte à rebours inexorable. Respirer devient alors la dernière chose que tu feras, une cruelle ironie où le souffle de vie se transforme, dans un soupir final en messager de la mort. L'hypoxie par nitrogène est une invention sombre du XXIe siècle, née du besoin et de la controverse. Elle pourrait définir comment mourront les condamnés aux États-Unis dans les décennies à venir, devenant la norme. Ou bien, au contraire, sa nature polémique et le manque de preuves convaincantes quant à son humanité pourraient mener à son abandon progressif. Le temps le dira. Peut-être que la vraie question que cette méthode nous pose n'est pas de savoir si elle est plus humaine. C'est la question facile, celle qui cherche une justification technique. La question réelle, celle qui nous confronte en tant que société, est bien plus profonde et douloureuse. Restons-nous humains en l'utilisant? Ou bien l'acte de chercher une manière propre et silencieuse de retirer une vie nous déshumanise-t-il dans le processus, en nous évitant de faire face à la brutalité inhérente à la peine capitale? Dans un monde qui réclame la transparence, où chaque procédure, chaque décision judiciaire est soumise à un examen public de plus en plus intense, une question dérangeante surgit quand on parle de peine capitale. Est-il vraiment préférable de mourir dans le silence et l'obscurité, enveloppé dans l'invisibilité d'un gaz, si cela nous permet d'éviter de regarder en face ce que nous faisons réellement au nom de la société? Cela nous rend-il plus humains ou simplement plus confortables? Ou bien au contraire, est-ce précisément cette dissimulation, ce voile de silence et de propreté qui nous éloigne de notre propre humanité, en diluant notre capacité à affronter la véritable nature de la peine de mort? La réponse à cette question, au-delà de la technique ou de la science, réside dans le reflet de ce que nous sommes en tant que société et de ce que nous sommes prêts à tolérer en notre nom. Nous voulons connaître ton avis. Penses-tu qu'une méthode propre d'exécution nous rend plus civilisés ou nous éloigne-t-elle simplement de la dure réalité de ce que signifie ôter une vie? Laisse ton commentaire ci-dessous et rejoins la conversation. Ton point de vue est crucial dans ce débat.